Du front, tout le tour de la tête. Cube Radio. Chronique Faits divers avec Annabelle Blais, qui est journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Bonjour, Madame Blais. Oui, bonjour. Alors là, on va parler d'un chercheur de l'Université McGill qui travaille avec la Défense nationale puis qui s'est fait courtiser pendant plusieurs années par une multinationale chinoise. Oui, c'est un témoignage recueilli par ma collègue Sarah Maud Lefebvre. C'est un témoignage important parce que c'est quand même rare qu'un professeur comme ça s'exprime. C'est important pour qu'on comprenne comment les entreprises chinoises s'y prennent pour courtiser des professeurs sur le modus operandi quand certaines entreprises, disons, sont suspectées de se livrer à de l'espionnage. C'est un témoignage important aussi parce que ça va permettre de sensibiliser les professeurs à cette réalité-là, savoir que ça existe, comment mieux s'y préparer, mais aussi peut-être entamer une réflexion éthique sur quand on collabore comme ça avec des entreprises étrangères, ce que ça implique. Donc, en gros, c'est une entreprise, un géant chinois, qu'on ne nomme pas dans l'article pour protéger le professeur qui témoigne. Il pourrait avoir des répercussions, des poursuites, des représailles. Donc, l'entreprise n'est pas nommée, mais c'est un géant chinois de la télécommunication. Est courtisé pendant plusieurs années le professeur Benjamin Fong, qui est une sommité en cybersécurité. Donc, vous comprenez l'intérêt de le courtiser. Il a aussi collabore à Recherche et Développement Défense Canada, donc l'organisme qui donne des conseils parfois à Défense Canada. Donc, c'est une personne qui a accès à de l'information et qui a un savoir qui est intéressant. Et il faut savoir que le Parti communiste chinois, c'est ça qui l'intéresse, c'est d'aller chercher du savoir et de la technologie étrangère, que ce soit par l'entremise d'entreprises privées. Donc, M. Fong, lui, en 2016, il s'est rendu à Hong Kong pour une conférence et après sa conférence, il a rencontré l'entreprise qui lui a offert de rester à Hong Kong et de travailler dans des conditions idéales, vraiment un excellent salaire, le logement payé et tout ça, et aussi des conditions de recherche vraiment très alléchantes. Par contre, on lui offrait comme ça d'accéder à toutes les données de l'entreprise, des utilisateurs de l'entreprise. Et ça, pour un chercheur, il trouvait qu'il y avait un petit problème éthique. En tout cas, il a refusé l'offre. C'était louche. Ils sont revenus à la charge quelques années plus tard en lui proposant maintenant un poste comme ça. Il restait à McGill, mais il était consultant pour l'entreprise. Et ce petit sideline-là lui offrait jusqu'à 3 fois son salaire qu'il faisait à McGill. Et donc là, il a dit « OK, mais ça correspond en quoi, ce travail-là? » Ils ont dit « Pas grand-chose, tu as juste à répondre à des courriels une fois de temps en temps. » Donc, c'est très louche. Il a refusé. Mais on lui a même proposé aussi des subventions pour faire de la recherche. Et c'est là que ça devient quand même intéressant parce que, tu sais, pour un chercheur, on subventionne sa recherche, il pourrait engager des étudiants, mais encore là, il a refusé. Mais ce qu'il montre, c'est que lui, il a été attiré par le portefeuille. Et qu'est-ce qui se passe? Disons, pour l'instant, c'est de la consultation, tout ça, mais qu'est-ce qui aurait pu se passer? C'est que une fois, disons, que son laboratoire, sa recherche commence à être financée, il engage des étudiants. Donc, il devient dépendant de l'argent de l'entreprise. Et si l'entreprise, après 1 an ou 2, commence à faire des demandes, disons, déraisonnables, pour avoir accès à du savoir, détourner de l'information, ou par exemple pour donner des avis favorables à une technologie chinoise, etc., parce que je rappelle, c'est un expert en cybersécurité. Donc, si lui, il dit, oui, je crois que cette entreprise-là chinoise, c'est très sécuritaire, ça peut être important. Donc, si l'entreprise commence à faire des demandes déraisonnables comme ça, ben lui, il veut pas perdre son argent, il veut pas devoir renvoyer ses étudiants. Donc, c'est là que le professeur pourrait avoir la tentation de pas tout le temps respecter certains codes d'éthique. Et c'est cette stratégie-là qui appelle nourrir, piéger et tuer. Parce qu'une fois que la personne elle a besoin de cet argent-là, qu'est-ce que l'entreprise peut lui faire faire? Donc, c'est rare quand même qu'un professeur explique comment lui a été ciblé. Et il y a peut-être d'autres professeurs qui, eux, ont accepté. Mais là, je trouve qu'on assiste quand même à un moment important quand la parole comme ça se libère. C'est aussi un signal aux élus, mais aux universités, d'être moins naïfs par rapport à la sécurité et l'espionnage industriel, en tout cas. Oui, puis les Chinois, on en a parlé, ce sont des spécialistes de l'espionnage industriel. Ils copient sans cesse. Voilà.
Ils préfèrent s'immiscer dans des affaires étrangères, retirer des formules, voler des documents, recopier de façon plus cheap. C'est une façon qu'ils ont trouvé de devenir excellents. Et là, ben, franchement, on salue ce professeur qui a fait face à un gros défi d'intégrité, puis qui a réussi de refuser quand même 3 fois son salaire. Il faut le faire, hein? C'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Oui, non, c'est ça, c'est vraiment l'attrait de l'argent, mais aussi des conditions de recherche pour un professeur, là, de dire, il n'y a pas de limite d'argent, tu peux développer des brevets comme tu veux, on va te financer pour une carrière. Ça peut vraiment être un gros avantage. Donc, en tout cas, espérons que ça inspire d'autres professeurs à nourrir justement leur réflexion sur ces situations-là qui se produisent forcément de plus en plus. On va parler de saleté et de Montréal. Donc, ça ne surprend personne. TVA qui est allé se promener dans le centre-ville de Montréal puis qui a constaté que la ville est tout simplement dégueulasse. Oui, puis c'est pas un thème qui est nouveau, mais j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. C'était un thème de la campagne électorale municipale de 2021 de Denis Coderre. C'était un enjeu, puis j'ai l'impression que pendant la pandémie aussi, on en parlait plus parce qu'on passait plus de temps dans les parcs et on voyait bien là, tous les déchets qu'on produisait. C'est comme devenu vraiment un enjeu et c'est un irritant. Est-ce que c'est pire qu'avant? Je sais pas, mais ce qui est certain, c'est en tout cas, TVA a vu des rats et ça, la population de rats à Montréal est plus importante. Pourquoi? Parce que il y a plus de chantiers, donc il y a des égouts qui sont ouverts, donc c'est sûr que ça fait sortir les rats, on en voit plus. On n'hallucine pas, là, on en voit plus. Par contre, il y en aurait plus aussi selon les exterminateurs parce que en 2022, la ville a restreint considérablement l'usage de poisons à rats en extérieur. Et donc, ce que les exterminateurs disent, c'est que forcément, ça a fait proliférer les populations de rats. Et ironiquement, la ville avait fait ce règlement-là pour améliorer, protéger l'environnement. C'est sûr, quand on voit un tas de sacs de vidange avec des rats autour, c'est pas l'image qu'on se fait l'image bucolique de l'environnement. Mais est-ce qu'il y a plus de déchets qu'avant ou non? En tout cas, la ville a augmenté le nombre de personnes qui travaillent pour les brigades propreté. Ils ont aussi augmenté les budgets pour la brigade propreté de Ville-Marie. Tu sais, c'est vraiment au centre-ville là, que le problème est assez flagrant. Donc, est-ce qu'il y en a plus? C'est dur à dire, mais c'est un problème je veux dire, une partie du problème, c'est sûr que c'est la population, c'est nous-mêmes, c'est notre voisin qui sort les vidanges 3 jours avant le jour de collecte, puis que les sacs poubelles passent la semaine-là. Donc, si la population fait partie du problème, il faut que la population fasse partie de la solution. Ça, c'est plus de campagnes de sensibilisation, forcément. Est-ce que ça passe par des amendes plus élevées? C'est à discuter. Mais tu sais, je relisais les archives des dernières années. Chaque administration critique l'autre administration de la malpropreté de la ville. Il va falloir aussi qu'on pense au rôle de la population là-dedans et des campagnes de sensibilisation. Choc, j'en ai pas vu beaucoup dernièrement. Non, totalement. Puis c'est un très bon point. C'est pas juste une question d'argent. Les gens, plus la ville grossit, j'ai l'impression, en population, moins les gens vivent bien en société. On dirait on se replie tous vers soi. Et là, le comportement décrit de sortir ses poubelles 3 jours d'avance, de pas rembarquer sa poubelle, parce que quand l'éboueur prend la poubelle et la vide, des fois, il reste quelque chose au fond. Puis au lieu de ramasser sa poubelle en revenant du travail, on dit « je vais la ramasser demain ». C'est ça qui attire la vermine. Mais ça, c'est pas un problème. J'ai l'impression, je suis un petit peu trop jeune pour me prononcer de façon convaincue, mais je pense pas que c'est quelque chose que nos parents vivaient forcément. Je pense qu'il y avait une façon de vivre en société qui consistait à dire « je vais me ramasser, Colin Debin. Je vais pas jeter mes affaires à 3 jours d'avance. » Oui, une notion de civisme peut-être qui se perd et que les gens se disent mais que fait la ville? Mais moi, quand je vois mon voisin qui sort ses poubelles 3 jours d'avance, je me dis pas que fait la ville, je me dis mais que fait mon voisin? Pourquoi il a envie de voir des poubelles devant chez lui pendant une semaine? Donc, il y a quelque chose là-dedans qui peut-être se perd et qui, en tout cas, mériterait d'être rappelé aux gens. Puis est-ce qu'il va falloir plus
d'amende. Dans certaines villes, c'est ça qu'il y a. Là. Si on jette des mégots de cigarettes, on paie très cher. Là. Donc, il va falloir que ce soit discuté, ne serait-ce que peut-être pour rappeler aux gens certains comportements de base. Et à New York, qui est une ville qui est aux prises avec d'importants problèmes de rats, ils payent les citoyens pour tuer les rats. Donc, si vous tuez des rats, il y avait une mesure, en tout cas, qui était en vigueur il y a quelques années. Je ne sais pas si ça a survécu à l'épreuve du temps, mais il y a quelques années, il y avait tellement un gros problème que si vous tuiez un rat, vous pouviez vous faire payer par la ville. Enfin, il fallait évidemment apporter une preuve, j'imagine, mais quand c'est rendu là, c'est parce qu'il y a un vrai problème. Puis moi, des rats, personnellement, ça m'écoeure. Il n'y a rien qui m'écoeure plus qu'un rat. Oui, c'est une réaction épidermique, je ne peux pas. Donc, c'est pas moi qui les tuerais, mais je peux faire en sorte de ne pas mettre les vidanges sur la rue pour pas attirer les rats, ça c'est sûr. Annabelle Blais, vous êtes journaliste au bureau d'enquête de Québecor. On a discuté de saleté, de rats et aussi d'ingérence chinoise. On a couvert tout, je pense. Voilà, merci. Merci beaucoup.